Bienvenue dans le Vendécast, autrement appelé 56cast numéro 85. Avec Erwan, on a commencé à réfléchir à ce qu'on fera quand on aura épuisé les départements. On a une surprise, ça va être trop bien. Ah, il faut pas le dire. Bah non. Ah non, d'accord. Non, non, bah non. J'allais le dire, c'est pour ça. Mais toi, tu comprends rien au concept de la surprise. Rien. Alors cette semaine, on va parler d'ExoMars, d'engins spatiaux qui vont aller sur Mars, et en plus qui sont européens, donc tout comme ça. Et surtout, on va inaugurer une nouvelle rubrique avec Joël Roland, qui est archéologue, et que j'avais dit que maintenant on parlerait de science dans le 56cast, et ça commence, ça va être trop bien. Il faut que je fasse science en plus. Hein Rien, il faut que je fasse science. Oui. C'est la caution scientifique de cette émission. Oui. Ah oui. Tu prendras l'air sérieux, tu raconteras pas de Désolé, conneries. voilà. Mais donc d'abord ExoMars, parce qu'en fait, alors au moment où on enregistre, ça va se passer demain. Mais au moment où vous regardez, ça va se passer la semaine dernière. Ça s'est passé. Donc, et c'est fait exprès pour mettre un effet de style. Non, je suis pas au top aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que je vais me taire. Mais moi, j'ai pas compris non plus, hein, je te rassure. Non. C'est une blague. Oui, c'était un effet de style. Bon. Donc, ça s'est passé la semaine dernière et j'espère que ça s'est bien passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Europe, l'Agence spatiale européenne, a envoyé un atterrisseur qui s'appelle Schiaparelli, parce que c'est le nom d'un savant qui s'occupait des choses de Mars, sur Mars, et qui va servir à s'entraîner pour envoyer un rover, un robot avec des roulettes, comme Curiosity, mais européen, en 2020. Et comme on n'a jamais fait encore, nous les Européens, il faut s'entraîner. Alors en fait, tout ça, ça s'appelle la mission ExoMars. Et elle a 3 parties dedans. La première partie, c'est un orbiteur, donc une sonde qui va tourner autour de Mars à l'infini jusqu'à ce qu'elle ne marche plus, qui s'appelle TGO pour Trace Gas Orbiter, parce qu'elle va s'occuper, comme son nom l'indique, des gaz. Elle va renifler l'atmosphère martienne et elle va voir très précisément de quoi elle est composée. Et notamment, j'ai l'impression que tu te fous de moi. Pas du tout, je suis fasciné. Et elle va essayer d'y détecter notamment des traces de méthane, parce que le méthane c'est important. Pourquoi ? Pour revenir. Quoi ? Je sais pas, tu mets du méthane dans une fusée, ça explose, tu reviens. Non ? Tu vas sur Mars et tu reviens. Tu chopes du méthane, hop, tu reviens. Non, s'il y a du méthane sur Mars, c'est intéressant parce que sur Terre, le méthane, c'est à 90% signe qu'il y a de la vie. Tu sais, les vaches qui pètent et tout ça. D'accord, voilà. d'accord. Donc on cherche des vaches qui pètent sur Mars. Exactement. Si on trouve du méthane sur Mars, ça pourrait être autre chose, mais ça pourrait être aussi, par exemple, des bactéries qui pètent. Donc c'est très intéressant. Et il y a d'autres sondes avant. À fond dans la science, c'est... Il y a d'autres sondes avant, du genre Mars Express, qui est aussi européenne, qui avait détecté qu'il y avait du méthane à des concentrations variables selon les saisons, ça monte, ça descend et tout. Mais c'est pas, Mars Express n'est pas assez fort pour détecter plus précisément que ça. Donc Trace Gas Orbiter va notamment essayer d'approfondir le sujet du méthane. Et à partir de l'année 2017, parce que d'ici là, elle vient d'arriver sur Mars, mais d'ici là, il faut qu'elle fasse plein de petites manœuvres pour se mettre dans une orbite bien circulaire et ça va lui prendre 1 an. Oui, tout à fait, 1 an. Ensuite, le satellite s'est séparé donc lundi de la semaine dernière de son atterrisseur, l'atterrisseur qui s'appelle Schiaparelli, et qui va arriver sur Mars et qui va donc essayer en fait la même manœuvre qu'avait fait Curiosity quand il était arrivé sur Mars, le rover américain, c'est-à-dire d'abord on a un bouclier thermique pour se prendre l'atmosphère martienne qui est ténue mais quand même pour ralentir. Voilà. Ensuite on va déployer Parachute. Padam, un énorme parachute pour ralentir encore plus. Et ensuite, on va allumer des rétrofusées. Ça va arriver. Là, c'est accéléré. Je ne sais plus combien de minutes ça prend en tout, mais peut-être 10. J'espère que ça accélère. Voilà, là, le bouclier thermique s'en va parce qu'on ne va plus assez vite, c'est plus la peine. Ça ne sert plus à rien. On allume les rétrofusées et on va arriver et se poser très doucement à la surface de Mars. Et après, il y a encore une structure qui est prévue pour s'écraser un petit peu pour amortir le choc à la dernière minute. Et ça, en fait, donc on le développe avec les Russes. C'est russo-européen. Au départ, on devait le faire avec la NASA, mais la NASA a dit « Ah, on n'a plus de sous, maintenant on fait nos propres projets, débrouillez-vous pour ExoMars ». Donc on a signé en 2012 avec Roscosmos, l'agence spatiale russe. Et les Russes, pour l'instant, à chaque fois qu'ils ont essayé de faire atterrir un truc sur Mars, ça s'est cassé. Ouais, donc, ils n'ont pas eu beaucoup de bol, les Russes, avec Mars. Hein, quand tu vois leur bilan, leur bilan n'est pas génial. Hein, mais cette fois, le but, c'est que ça marche parce qu'en 2020, on va faire atterrir notre rover à nous, le rover ExoMars, et on va découvrir des tas de choses et il faut qu'on soit prêt.
Et en 2020, donc, il sera là pour découvrir la fusée d'Elon Musk qui atterrira au même moment. Parce en 2020, il y a plein de gens qui vont atterrir au même moment, ça va être dingue. Il va y avoir de la circulation là-bas. J'espère qu'ils vont installer des feux de circulation avant que les gens arrivent. Parce que là, il y a Elon Musk qui a dit qu'entre 2019 et 2022, il comptait envoyer des gens par paquet de 100 quand même sur Mars pour construire une ville. Et puis l'Arche de Noé aussi, t'en connais. Hein? L'Arche de Noé aussi, t'en connais. Non, je sais pas, les girafes, je sais pas si elles rentrent encore. Il y a des vaches déjà, donc... Ah oui, c'est vrai, il y a déjà des vaches. C'est vrai. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. un peu de sérieux pour notre nouvelle rubrique « Raconte-moi ta thèse ». Alors en fait, l'histoire, il faut que je raconte juste en 1 minute l'histoire de pourquoi raconte-moi ta thèse. Parce que j'étais allée visiter une fouille archéologique sur l'endroit où a été tourné le film Peau d'âne et où des gens sont en train de déterrer la cabane de Peau d'âne et toutes les merdes qui ont été laissées par le tournage dans la terre, dans la forêt de Gambais, dans les Yvelines, et c'était trop passionnant. Et Joëlle en faisait partie, Joëlle Roland, et elle était la spécialiste du verre de l'équipe, et quand il trouve des bouts de verre, elle savait tout sur tout. Et après, je suis rentrée avec elle dans le train le soir. J'ai dit que je racontais. Ah ouais, et elle m'a raconté sa thèse qui est sur le verre gaulois. Ils étaient passionnants. Et elle parlait pendant le tour du train. Et puis à un moment, elle m'a dit « Mais si tu m'arrêtes pas, moi je m'arrête jamais. Il faut me dire quand t'en as marre. » Mais surtout, ne t'arrête pas. C'est absolument passionnant ce que tu racontes. J'ai envie d'en faire des articles. Il faut que je fasse « Raconte-moi ta thèse ». Il faut l'écrire par écrit. Il faut que tout le monde sache ce que tu fais dans la vie. Et donc voilà. Le problème, c'est que les thésards, on est tous des monomaniaques, quoi. Donc à un moment, on s'auto-soule, on saoule les autres. Il faut nous arrêter, parce que sinon, après, en soirée, on est insupportable, plus personne nous invite. Mais écoute, peut-être que les gens qui te fréquentent souvent sont saoulés, mais moi pas. Et j'ai envie qu'on recommence juste à zéro cette discussion devant les yeux du monde entier. Voilà. Donc en fait, ta thèse, elle s'appelle « L'artisanat du verre dans le monde celtique au second âge du fer, approche technologique et sociale ». Voilà. Alors déjà, donc pour recontextualiser, le monde celtique et le second âge du fer, c'est où, c'est quand? Alors, le monde celtique et le second âge du fer, donc on va se placer dans les 5 derniers siècles avant Jésus-Christ. Donc de 500 avant jusqu'à la conquête romaine, en 53 avant Jésus-Christ, quand Jules César conquiert toute la Gaule, sauf un petit village d'Armorique. Donc c'est le... C'est vrai, ça? Exactement. Non, c'est marqué dans les livres, c'est que c'est vrai. Et donc c'est pendant ces 500 ans-là que se situe que moi je travaille sur ce second âge du fer, donc qui sont ces 5 siècles-là. Et donc moi je travaille sur ce qu'on appelle encore l'Europe celtique, qui est en fait l'Europe de ce qu'on appelle aussi la culture laténienne, c'est-à-dire c'est des peuples, c'est pas un seul peuple. Les Celtes et les Gaulois, on est en fait sur toute une multitude de peuples qui se reconnaissent probablement au moins ce qu'on appelle donc une culture commune, c'est-à-dire qu'ils vont partager des objets qui vont être identiques, que ce soit de la République tchèque ou au Finistère français. On va avoir des objets qui circulent et qui sont les mêmes. Et donc un peuple ici qu'on appelle, qu'on appelle aujourd'hui les Celtes, mais qui sont en réalité plein de peuples différents et qui vont être appelés les Celtes par leurs voisins, qui vont être les Grecs, qui les appellent les Keltoi, et ensuite les Romains, qui vont les appeler les Galates, les Gaulois, et donc qui reconnaissent ces étrangers, c'est-à-dire c'est les gens qui vivent dans l'Europe à ce moment-là, qui sont nommés Gaulois et Celtes par les voisins. Ceux qui sont pas nous, quoi. C'est ça, c'est ceux qui sont pas nous. Oui. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que l'Europe du second âge du fer, donc c'est vraiment plein de peuples différents, mais qui ont probablement au moins des éléments de langue communs, peut-être, on n'est pas partout non plus, et au moins des éléments de culture matérielle qui sont communs, mais encore une fois, c'est pas tous les objets, c'est-à-dire que par exemple la céramique, elle va pas être commune partout, mais c'est aussi l'art, les objets d'art, et aussi les objets qui vont importer, et certains artisanats aussi qui vont être identiques partout. On a des objets qui sont fabriqués en série et qui sont répandus et utilisés par tous ces peuples-là. Et que les Grecs et Rome n'avaient pas. C'est-à-dire pas tous les objets, mais pour l'artisanat du verre, c'est des objets qui sont particuliers à cette Europe celtique. Voilà. Et donc le verre. Voilà. Et tu nous as amené ta magnifique collection. Oui, c'est ma collection de bling bling. Et voilà. Alors, donc les Gaulois, ils faisaient quoi avec le verre? Alors les Gaulois, ils faisaient quoi avec le verre? Ils en font des objets de parure, principalement. Donc le verre, c'est un matériau qui apparaît vers 1500 avant Jésus-Christ en Mésopotamie et qui va être utilisé principalement d'abord pour faire des perles
des petits récipients qui vont être moulés sur noyau d'argile. Et en fait, jusqu'à l'arrivée des Romains, le verre ne va pas se travailler soufflé. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de bulles avec. C'est quelque chose qui n'a pas encore été inventé. Les Grecs, les Romains, avant Jésus-Christ, en tout cas avant le 1er siècle avant Jésus-Christ, ils n'ont pas encore compris qu'on pouvait faire des bulles avec le verre. Et donc, ils vont le tirer, le filer. Et donc, ils vont faire principalement des perles et quelques petits récipients moulés. Et au 5e siècle avant Jésus-Christ, au début du second âge du fer, on voit apparaître dans les objets en verre un nouvel objet, le bracelet en verre gaulois. L'apparition du bracelet. Exactement. C'est un nouvel objet, une invention qui est probablement typiquement gauloise, puisqu'on n'en retrouve que en Europe à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas en Égypte, il y en a très peu en Italie, et ce sera un peu plus tardif. Il n'y en a pas en grec, mais il y en a en Gaule, en République tchèque, en Allemagne. Il y en a beaucoup. Et donc, c'est un nouvel objet qui est une invention gauloise. Et ça, vous l'avez retrouvé en fouille. Enfin, c'est des choses qui ont été... c'est récent. Enfin, ça a été découvert quand, ces bracelets les bracelets, les fouilles archéologiques, c'est quelque chose qui va commencer avec les humanistes à partir de la Renaissance. Et les bracelets en verre, ça va être lorsqu'on va découvrir au 19e siècle les premiers grands sites gaulois. Et ça va être le site de l'Athènes, qui donnera le nom à la culture lathénienne, où on commence à reconnaître ces objets qu'on va retrouver à Alésia, à Gergovie, et qu'on va commencer à associer justement aux cultures qui sont écrites et racontées par César, les Gaulois. Et donc sur le site de l'Athènes, on va retrouver ces bracelets en verre au 19e siècle, et on va dire déjà dès le 19e siècle comprendre que c'est des objets qui sont typiquement gaulois et qui sont associés à ces populations-là. D'accord. Voilà. Mais il y en a beaucoup. Enfin, beaucoup de gens portaient ça. Vous retrouvez beaucoup de bracelets ou... Alors, moi, dans le cadre de ma thèse, j'ai réalisé une base de données avec un inventaire de tous les bracelets en verre qui ont été retrouvés en Europe. Donc, actuellement, j'ai 8000 pièces recensées. Base de données de points Europe, ok. Oui, moi, je me suis dit, bon, on va pas faire... Voilà, moi, mon objectif, c'est de l'approcher de l'artisanat du verre celtique à travers plusieurs biais. En fait, il faut d'abord revenir à ce que c'est que l'archéologie. L'archéologie, c'est étudier l'humain et les sociétés passées à travers tous ces vestiges matériels. Donc, moi, je ne travaille pas sur le verre, je ne travaille pas sur l'artisanat du verre, je travaille sur les artisans du verre et sur les consommateurs du verre. Mon objectif, c'est de me dire, bah voilà, cet objet-là, en l'étudiant, qu'est-ce que je vais apprendre sur les sociétés gauloises, sur ces artisans, sur ces consommateurs. Et donc, pour répondre à ta question, oui, il y en a beaucoup. Donc moi, j'en ai recensé 8000. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une belle évolution dans la production de ces objets-là. Les premiers bracelets en verre qu'on voit apparaître au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est des bracelets qu'on retrouve uniquement dans les tombes princières, les tombes celtiques. On va voir la princesse de Rhenheim qui porte son bracelet. Voilà. Alors elle a un bracelet en or, un bracelet en ivoire et un bracelet en verre. C'est très chic à ce moment-là. On en retrouve dans les tombes riches de la Champagne et de la Marne, où on va avoir des tombes avec des torques qui vont être, où on va avoir accroché ces grands anneaux en pendeloque. C'est quoi les torques? Alors les torques, moi je vous en ai pas ramené. Les torques, c'est pareil, c'est une parure qui est considérée comme typiquement celtique. C'est en fait les anneaux en métal avec ce qu'on appelle les tampons, qui sont les bords. Les Vikings, ils ont ça, on voit souvent ça. C'est une parure qu'on appelle donc un torque et qui est aussi une parure très portée par les Gaulois. Voilà. D'accord. Et donc ces premiers objets, ils apparaissent dans les tombes princières, mais petit à petit, c'est du luxe au début. Ouais. En fait, c'est du luxe tout le temps. Mais c'est du luxe qui va se démocratiser. C'est-à-dire qu'au début, on n'est que sur des tombes princières, et on voit avec les découvertes archéologiques que petit à petit, en fait, au 3e et au 2e siècle avant Jésus-Christ, on en retrouve plus, dans plus de tombes. On a une production qui augmente, et c'est un moment où on va avoir un développement très fort de tous les décors et de toutes les décorations. C'est un moment où techniquement, on va travailler sur des objets beaucoup plus élaborés, beaucoup plus compliqués. Et à la fin du second âge du fer, donc à la fin du 2e et au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, on va avoir des formes simples, donc une simplification de la production qui va permettre une augmentation quantitative de cette production
Et ce qu'on voit aussi, c'est que c'est à ce moment où voilà, les bracelets, on les retrouve dans les poubelles, dans les déchets. Et on va avoir aussi beaucoup de bracelets d'enfants. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça se démocratise. C'est un côté smartphone, en fait. Et c'est plus accessible. C'est ça. Exactement. C'est ça, et en fait, je suis super contente que tu le comprennes tout seul. Parce que voilà, en fait, c'est des pièces qui vont me permettre de comprendre la consommation gauloise. Et en fait, la société de consommation comme on l'a aujourd'hui, c'est vieux. Faut pas penser que c'est quelque chose qui est assez récent. Les Gaulois, déjà, ont des objets qui vont essayer d'avoir. C'est-à-dire que tout simplement, tu es une classe sociale, tu vas essayer d'imiter directement celle qui est supérieure à toi en achetant ces objets, en les possédant. Et c'est ce que tu dis aussi, finalement. C'est totalement smartphone parce que c'est un bracelet. Dire ça sert absolument à rien. Ce n'est pas vital pour la société. Ça compte pas les pas. Ça compte pas les pas. C'est ça. C'est indispensable pour la société de pouvoir compter tes pas quotidiennement. C'est un truc que tu as au bout de la main et que tu montres à tes voisins qui veulent le même. Voilà. En fait, c'est plus une Rolex qu'un smartphone. D'accord. On est sur de la Rolex celtique. Oui, mais qui devient accessible. Qui devient accessible. Ouais, plus, mais attends, si à 50 ans, tu n'as pas raté un Rolex, c'est que tu as raté ta vie, quoi. Je l'avais oublié, celle-là. Donc, c'est que c'est normalement accessible. Mais c'est accessible, mais c'est comme la Rolex, c'est-à-dire que c'est pas pour toutes les catégories sociales. Et ça, il faut en être clair, c'est que ça reste du luxe au début du second âge du fer, comme à la fin du second âge du fer. On est vraiment sur des objets qui sont des objets de prestige, de parure. Et en fait, il y a du prestige et il y a toujours du prestige à dépenser et à montrer qu'on peut dépenser tout simplement pour l'ornement, pour la parure, etc. Et là où ça se compare au smartphone, c'est des technologies qui étaient réservées aux très grosses élites au début de leur existence, et après, avec la massification du marché, les coûts de production deviennent plus faibles. Exactement, c'est exactement ça. Et alors non, vas-y. Vas-y. Non, vas-y. Et en fait, exactement, c'est aussi une technologie. Et je suis contente que tu utilises ce mot en me disant c'est une technologie qui évolue. Parce que fabriquer un bracelet en verre, c'est aussi un investissement pour la société. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui et tout le monde qui peut le faire. Et donc ça, c'est quelque chose que moi, j'approche avec deux manières. C'est que dans ma thèse, je réalise un programme d'analyse élémentaire du verre, c'est-à-dire que je vais, avec un spectromètre de maths à ablation laser, faire des analyses du matériel pour voir ses compositions chimiques. Et essayer de retrouver d'où il vient ce verre et qui le fabrique. Tu peux retrouver à partir de quoi il a été fait en l'analysant. Exactement, cool, ouais. Oui, c'est super cool. Et ça, c'est quand même super cool, le spectromètre de masse. En plus, tu joues avec un laser et ça, c'est trop cool quand même. T'es un geek, la première fois. C'est vrai, j'ai le droit de jouer avec le laser. Et je sais ce que tu vas dire juste après. C'est que, en fait, ces bracelets qui sont sur la table, ce ne sont pas des bracelets anciens que tu nous as ramenés. Il ne faut quand même pas déconner. Tu ne les mets pas dans tes poches. Ce sont des bracelets nouveaux et refaits. Exactement. Donc ça, c'est des objets qui sont des copies des bracelets gaulois et sur lequel je travaille depuis maintenant 7 ans dans un des endroits qui est sûrement un des endroits les plus chouettes de Paris, qui est l'atelier Silicibine, qui est un atelier de verrier qui est à Arcueil, donc c'est juste à côté de Paris. Et avec qui je travaille avec Joël Kless et Stéphane Rivoal, qui sont 2 artisans verriers. Et ça fait 7 ans qu'on travaille sur la reconstitution et la refabrication de ces bracelets-là. Avec les méthodes d'avant. On essaye de retrouver les méthodes d'avant. Et pour retrouver les méthodes d'avant, on travaille avec des artisans verriers. Moi, je travaille avec des artisans verriers qui vont me dire ça c'est possible, ça je peux essayer de faire ça, etc. Et je travaille aussi avec ce qu'on appelle l'ethno-archéologie. C'est-à-dire que je vais aller chercher si ailleurs dans le monde, il y a encore des artisans qui fabriquent ces bracelets-là et on va pouvoir imiter leur technique. Alors, tu m'as donné une petite vidéo de vous en train de... Ça, c'est nous. Oui. Donc ça, de refaire les... Ouais. Ça, c'est une expérimentation qui a eu lieu à Amiens, dans le parc archéologique de Samara, en collaboration avec le service archéologique d'Amiens Métropole. Ouais. Et on a eu la chance, attention, ça c'est un matériau archéologique. Voilà, on l'a cassé. C'est du verre super vieux que vous avez retrouvé? Oui. Et vous le pétez? Oui, on a eu l'autorisation. J'ai une jolie lettre du ministère de la Culture et du DRASM, puisque c'est la direction régionale de l'archéologie sous-marine et subaquatique qui nous a donné ce fragment de verre pour cette expérimentation. En fait, donc j'essayais d'y venir tout à l'heure, le verre gaulois, les Gaulois ne fabriquent pas eux-mêmes leur verre, ils l'importent. Ils l'importent d'Égypte et du Proche-Orient. Okay. Et dans ces importations, il y a certaines épaves qui ont échoué, et c'est le cas d'une épave au large de la Corse qui s'appelle l'épave des Sanguinaires A, et qui a échoué avec 1 tonne de verre.
Donc au bout de 500 kilos, les archéologues, ils ont arrêté de remonter parce qu'ils en avaient marre. Ah oui, mais il y a encore du stock. Et il y a aussi 500 kilos dans des réserves archéologiques D'accord. qui n'étaient pas valorisées. Et en fait, cette expérimentation, c'était une façon de valoriser cette collection archéologique, ce verre. Donc on a eu l'autorisation et c'était une expérimentation absolument formidable et qui a apporté aussi beaucoup de choses. Parce qu'on a fait aussi des analyses élémentaires avant, après, pendant, pour voir la modification que pouvait subir le verre lors de sa refonte. Et donc, avec Joël Kless, qui est là en train de fabriquer ce bracelet, on travaille aussi sur la reconstitution des fours à bois qui ont pu être utilisés par les verriers gaulois. En fait, l'idée, c'est de reconstituer tout l'investissement matériel, mais aussi l'investissement humain qu'ont pu faire les sociétés gauloises dans cet artisanat. C'est-à-dire pour voir combien de personnes il fallait, quels étaient les rôles de chacun. Exactement, le savoir-faire aussi qui est investi, puisque prendre quelqu'un qui ne sait pas le faire et lui apprendre, c'est aussi et transformer quelqu'un en artisan verrier, c'est aussi sortir une masse laborieuse, quelqu'un qui peut aller travailler au champ d'un système vital, pour qu'il aille produire de la parure. Donc c'est un investissement aussi humain. Et c'est de dire, bah voilà, combien de temps d'apprentissage il faut. Et en fait, là, vous voyez, Joe, puisque Joël, moi je m'appelle Joël et l'artisan avec qui je bosse s'appelle aussi Joël. Oh, bah, ça tombe bien. Et mine de rien, il a du mal à faire ce bracelet. Et c'est finalement l'une des plus grandes surprises qu'on a eues, c'est qu'un artisan verrier moderne, contemporain, il est habitué à souffler le verre. Et ce savoir-faire-là, il l'avait plus. Il l'avait plus du tout, donc il a fallu réapprendre. Ça fait 9 ans qu'on travaille ensemble. Et au début, les gestes que vous voyez là, qui sont encore un petit peu malhabiles, parce que le four à bois, c'est aussi des conditions qui changent beaucoup pour lui par rapport au four à gaz. Et ben, c'est pas du tout non plus les techniques qu'il a. Il a fallu réapprendre. Exactement. Celui-là a été fait comme ça. C'est-à-dire que... Et en fait, si tu veux, pour faire un bracelet comme ça, ça a été plus ou moins rapide. Je veux dire, je pense qu'au bout d'un an, on arrive à avoir une production qui était un peu près correcte. Mais après, ce qui a été compliqué, c'était de pouvoir reproduire l'ensemble des techniques des techniques de décoration de ces bracelets-là. Et ça, l'ethno, elle nous apporte pas grand-chose dessus, puisque ces décorations-là, elles sont pas imitées. Et c'est finalement les décorations qui nous montrent aussi les niveaux de savoir-faire et d'exigence, parce que c'est très complexe à faire. Et nos pièces, par rapport aux pièces gauloises, elles sont encore maladroites, elles sont encore un petit peu épaisses souvent. Mais en 2016, on fait moins bien que les Gaulois. Pour l'instant, moi je suis sûre qu'avec Joe, on va travailler. Mais en fait, c'est parce que eux, ils ont, les artisans qui développent ces décorations-là, ils ont un grand-père qui fait ça depuis des années. Ils sont nés avec cet artisanat-là. Et du coup, ils ont aussi le temps et les moyens de le développer. Et autant te dire que nous, moi je travaille avec Joël et Stéphane et ils ont un vrai intérêt pour cette expérimentation archéologique, mais on n'a pas on peut pas le nourrir monétairement derrière comme les Gaulois pouvaient le faire. Et juste une petite question, l'objet qu'on voit qui sert à écarter le verre, ça on l'a retrouvé pendant des fouilles aussi, ou c'est par extrapolation que vous avez imaginé l'existence de cet objet-là? Alors c'est pas une extrapolation, c'est pas un objet qu'on a enfoui. Une des difficultés avec l'artisanat du verre, c'est qu'aucun atelier de verrier celtique n'a encore été retrouvé en fouille. Et l'idée avec ces expérimentations, c'est aussi de mettre des images derrière ces ateliers. De dire finalement à quoi ça pouvait ressembler un atelier de verrier celtique pour que l'archéologue puisse après se dire peut-être que ça, c'est pas un four de bronzier où il y aurait eu des vitrifications, c'est peut-être un atelier celtique. Et en fait, tu vois, l'outillage est très simple. C'est des tiges métalliques. Et tu me disais, il y a un cône. Le cône sur lequel il fait agrandi la perle. Ça, c'est un élément qu'on a pris à l'ethno. C'est-à-dire que c'est les Indiens qui fabriquent les bracelets en verre en agrandissant au cône. Mais avec Joe, on montre aussi que c'est pas du tout indispensable. C'est-à-dire que ça facilite la production, le cône. Donc pour l'instant, nous, tout ce qui facilite la production, on est content. Mais c'est pas indispensable à cette production. Et ça, pour comparer la technologie à celle des Indiens, comment vous faites? Moi, je vais observer en ethno ce qui se passe. Et c'est là que Internet, c'est quand même quelque chose de totalement magique quand on est archéologue aujourd'hui et qu'on va essayer de retrouver des techniques dans le monde. C'est que aujourd'hui, il y a plein de gens qui filment tout et qui mettent tout sur YouTube. Et moi, j'étais ravie il y a quelques années quand, par des recherches, moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a absolument rien qu'on ne puisse pas trouver sur Internet. Je suis tombée sur des vidéos d'artisans qui fabriquaient encore des bracelets en verre. Donc là, on est au Nigeria. Donc c'est des artisans qui travaillent encore sur des bracelets en verre. Donc là, ils font, tu vois, au premier plan, on a
ce verre qui est ramolli au feu. Et là, on est sur un four avec des soufflets, qui est un four volcan. C'est ça qui fait le bruit. Et c'est un film de Leslie Labadibi, qui est ethnologue et avec qui je suis rentrée en contact justement pour échanger autour de ces artisans. Suite à cette vidéo? Suite à cette vidéo et à son blog où elle avait posté cette vidéo que j'ai trouvée sur Internet. Et on est rentré en contact parce que pour travailler autour de ça. Et donc, il y a ça c'est une des premières vidéos que j'ai trouvées. C'est des Indiens, donc là vous voyez la production elle est partitionnée, c'est-à-dire qu'il y a deux artisans. Il y a un artisan qui fait la perle et un artisan qui l'agrandit au cône. Et donc là on est quasiment dans le début de l'industrialisation, c'est-à-dire que c'est très simplifié et vous voyez il n'y a aucune décoration qui est posée. Donc on est vraiment là sur quelque chose de très simple. Je ne sais pas si le film est accéléré mais ils vont plus vite que vous. Hein. Il n'est pas accéléré, c'est super rapide. Ils sont à chaque fois que je ramène une vidéo ethno à Joël et Stéphane, mes artisans verriers, après ils ne me parlent plus pendant 2 jours. Non mais c'est bon, tu nous saoules. Mais c'est grâce à ces vidéos-là aussi qu'on a pu dire bah voilà c'est possible, il faut le faire parce que finalement agrandir une perle, au début c'était un petit peu quelque chose de fou pour des artisans contemporains. C'est-à-dire c'est quoi la différence entre comme on fait maintenant et c'est-à-dire maintenant on le ferait comment ça si c'est pas avec cette technique-là? En fait on ne le fait pas. On le fait pas. En Europe on est les seuls à le faire. Il y a quelques Allemands qui font. On fait plus de bracelet en verre. Et donc on le fait plus du tout, mais par contre on le fait encore en Inde, au Nigeria, où on n'est pas. En Inde ça a été largement remplacé par le plastique maintenant. Mais il y a encore une production, donc cette deuxième vidéo c'est aussi en Inde, il y a encore des productions qui sont faites pour briser le bracelet. C'est-à-dire qu'il y a une production du bracelet en verre qui est faite pour être rituelle. C'est-à-dire que le bracelet va se briser lors du mariage. La lune de miel se finit quand tous les bracelets sont cassés, lors du veuvage ou lors de l'accouchement, etc. Mais c'est remplacé par le plastique parce que finalement la production elle est assez compliquée de ces bracelets-là. Et au niveau des couleurs, on sait quelles couleurs ils utilisaient? C'était majoritairement du bleu, là je vois qu'il y en a... Oui, c'est majoritairement du bleu. Donc les Gaulois sont des grands fans de bleu. Donc le verre c'est du sable, de la soude et du calcaire. Et naturellement, ce qu'on va appeler le verre naturel, il va avoir souvent cette couleur un petit peu verdâtre. C'est pour ça que les verres romains que vous voyez dans les musées, ils sont un petit peu verdâtres. Parce que c'est les fers qu'il va y avoir naturellement présents dans les sables qui vont colorer le verre. Et donc pour le décolorer ou le colorer, on va ajouter des oxydes métalliques. Et donc pour le bleu, c'est du cobalt. Si vous voulez du marron, vous allez mettre du fer. Vous pouvez mettre du cuivre ou des choses comme ça. Et les Gaulois importent principalement du verre bleu. Ils font du verre jaune, ils font des décorations en verre blanc, mais la plupart de leurs pièces sont bleues. Et quand on lit les textes antiques, les Gaulois sont toujours peints en bleu, colorés en bleu, ils ont les yeux bleus. Et pour les Romains, le bleu est une couleur considérée comme barbare et du coup une couleur qui est totalement rejetée dans le monde romain. D'ailleurs, on a souvent pensé que les Grecs et les Romains ne voyaient pas le bleu parce qu'ils n'en parlaient quasiment pas, parce que c'est une couleur qui est considérée comme barbare. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la parure celtique. Et c'est ça qui est super aussi. Moi, je trouve ça super intéressant avec le verre, c'est que c'est une des seules matières qui nous permet d'aborder la couleur. Parce que on va pas, c'est très compliqué d'aborder la couleur. Ça a gardé la même couleur. Les trucs qu'on trouve en fouille, ça a la même couleur, alors que le reste. Ça bouge pas du tout. Alors que les tissus, bah, ça change. On a encore des couleurs sur les tissus, mais souvent la couleur c'est quelque chose qui disparaît. On a voilà, les armes rouillées. On peut avoir aussi encore des peintures murales qui sont colorées ou des choses comme ça, mais par contre le vert, c'est bien, ça bouge pas. Et donc ça confirme aussi ce que disaient les Romains et les Grecs. Voilà, les Gaulois, ils adorent le bleu. Ils sont très bleus. Je savais pas qu'ils avaient, qu'ils avaient des, je sais pas, un problème avec les couleurs comme ça. Les gens un peuple qui adore le bleu, l'autre qui le déteste. Enfin, on n'a pas ça, nous. C'est pas un problème. Je pense que c'est vraiment aussi culturel, c'est-à-dire que chez les Romains, c'est le pourpre. On le sait, c'est la couleur du prestige. Donc il y a, je pense, des symboliques qui sont différentes. Et si l'ennemi, il porte le bleu, toi, tu vas pas le faire. Tu vas t'en démarquer. Tu vas t'en démarquer ou tu vas changer. Oui, c'est toujours bien. Voilà. Effectivement. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'en fait, dans la parure en verre, au 1er siècle, à la fin du 2e siècle et au 1er siècle avant Jésus-Christ, quand les populations romaines et celtiques commencent à être vraiment en contact, on a la conquête qui commence, etc. Et on voit apparaître dans la parure gauloise la couleur pourpre, le violet. Et c'est probablement aussi une façon de dire, dans ma parure de prestige,
je porte ta couleur de prestige. Donc ça veut dire que moi aussi, je suis quelqu'un de prestigieux. Donc c'est aussi une façon, je pense, de se faire reconnaître par le voisin. D'accord. Et de faire reconnaître son prestige. Bah dis donc. Voilà. C'est passionnant. Merci. C'est bien. Arrêtez un moment. Belle inauguration du raconte-moi ta thèse. Hein. Moi, je suis totalement. Du coup, t'en es où? J'en suis. Faut pas demander ça à un La question thésard. qui fâche. La question Alors, qui fâche. comme c'est le premier, raconte-moi ta thèse, ça va, je te pardonne, mais Ok. non, j'en suis ça te où plaît je. Bah, tu vois, Je crois ça que me tu savais plaît. trouver une autre question. Ça hein. me plaît, Oui, ça a l'air. ça, il n'y a pas de souci. J'en suis où j'aimerais bien finir bientôt. Donc là, je suis en pleine rédaction. Mais t'es plutôt du côté de la fin. Je suis du côté de la fin. Normalement, je finis bientôt. Ok. Je vous dirai, vous viendrez. Ouais. Avec plaisir. Mais, Si on ouais. a le droit, avec plaisir. Mais je pense que dans une thèse, ce qui est important, c'est d'arriver à se faire plaisir et de continuer à se faire plaisir parce que c'est pas toujours évident. Oui, parce Et, que t'es enfermé dedans un bout de temps. Donc, T'es enfermé dedans, tu deviens quasiment fou avec tes petits machins verts. Et c'est important Et aussi de bonne transmettre. Oui. Donc c'est bien. Et ça, mais ça, c'est aussi le rôle de l'archéologue. L'archéologue doit être dans la transmission. On ne fait pas des fouilles et on ne recherche pas sur le passé pour le garder pour soi. Donc il faut toujours être dans la transmission quand on est un archéologue. Enfin, c'est mon point de vue parce que c'est ce qui est important finalement. Bah, le de mien pouvoir aussi. transmettre. Les gens qui font des choses passionnantes dans leur coin, ça sert à rien. Il faut que tout le monde le sache. Ça peut servir, hein, tu sais. Eh ben, merci beaucoup, Joël C'est moi Roland. qui vous remercie, c'était trop cool. Et puis, on va finir avec un koala avec un papillon sur le nez. Je suis sûre que ça va te plaire. J'adore les vidéos d'Amélie Maubillon. À poil. Voilà, c'est le koala d'un parc zoologique en Australie. Il s'appelle Willow. Ils sont potes. C'est trop mignon. Voilà. Est-ce que tu as regardé la vidéo des koalas qui se battent? Là où ils poussent des cris, où ça fait peur, on dirait des humains. Oui. Mais oui, tout à fait. On dirait des cochons qui se... Non, mais il y a un truc avec les koalas. Moi, je pense qu'il faut creuser. Après le panda roux, il faudrait qu'il y ait une. Une tendance Oui. koala. Ouais, ouais. Enfin, j'aimerais bien que ça monte en tout cas le koala. D'accord. Parce que les loutres et le panda roux, là, ça va. Oh non, pas les loutres. Les loutres, c'est bien quand même. Voilà. Salut. Ciao.